Bonjour, merci à tous. Sans musique pour moi, merci. Je suis Valentina Carbone, professeure à ESCP Europe, donc je suis ravie de suivre l'intervention de nos étudiants. Et oui, leur action laisse des traces. Juste un exemple qui me concerne directement, parce que je le connais de l'intérieur. À la rentrée prochaine, tous les étudiants qui viennent des prépas auront droit au séminaire de rentrée complètement changé autour des enjeux climatiques et des possibles pistes de réflexion et d'action pour y faire face. Sans le manifeste, peut-être la direction n'aurait pas accepté qu'on s'engage et qu'on révolutionne complètement tout un séminaire de rentrée sur 5 jours et un ensemble d'activités pendant l'année. Donc merci aux étudiants encore. Je suis également fan de leur initiative et on les soutient fondamentalement en profondeur. Alors revenons à notre tâche. Il m'a été demandé d'animer cette session dont l'intitulé est la RSE en pratique. Et donc, avec les invités que je vais inviter lentement mais sûrement à venir sur la scène, nous avons décidé de partager avec vous des exemples concrets, des projets en cours et surtout de débattre des leviers positifs. Bienvenue, notre premier invité, j'invite les autres. Alors, je mentionne les participants à cette première session sans ordre prédéfini, plutôt dans l'ordre de la présentation. On a Axel Lalu de L'Oréal, on a Latifa Gabiche, voilà, de Shep, on a Florence Huguetto de Renault, Odile Marek de Bolloré, et on a, pour un minimum de diversité du genre, on a décidé d'inviter Erwan de l'AFNOR. C'est bien, ça c'est un peu une revanche qu'on est en train de jouer là. Je ne m'en étais pas rendu compte, mais on est vraiment, vraiment très au féminin. Alors, je cherche la zapette. Elle est là, je crois. C'est ça, une zapette? Elle est très moderne. Ok, alors, on va essayer d'avoir du rythme. Donc, effectivement, chaque intervenant a 3-4 minutes pour faire un zoom sur un projet, un programme qui est en cours de se dérouler actuellement dans l'entreprise. Et après, on aura des questions-réponses. Bien sûr, je vous demande, j'ai été très impolie, je ne vous ai pas accueilli un par un, donc une par une. Et donc, je vous demande de vous présenter succinctement et d'introduire l'initiative ou le programme dont vous voulez parler. On a décidé de faire parler un industriel et un prestataire à tour de rôle. Et à la fin, on aura la vision un peu fédératrice, vue du fait de la vision d'ensemble de l'AFNOR. Okay? Donc, on va commencer, j'espère, d'appuyer sur le bon bouton avec L'Oréal. Eh oui, c'est bien. Axel, pour vous. Bon, alors, j'ai la responsabilité de démarrer. Donc moi, je vais vous parler du programme d'achat solidaire. Qu'est-ce que c'est que les achats solidaires dans un groupe comme L'Oréal? En fait, c'est replacer l'humain au cœur du business. Donc on n'est pas une entreprise de philanthropie pure, on n'est pas aux achats solidaires en train de parler de fondation, de philanthropie. Il s'agit ici vraiment de dire qu'on a un vrai levier pour agir contre toutes les discriminations et toutes les inégalités sur le lieu du travail, grâce à notre puissance d'achat. Donc on a un groupe qui croît beaucoup, comme tout le monde sait. On est très content de cette croissance et de cette performance financière. Mais la performance extra-financière qui est constituée par le fait qu'on arrive à donner l'accès à l'emploi à des personnes qui en sont habituellement écartées, ou à augmenter le revenu de toutes celles qui souffrent de vulnérabilité économique ou sociale, on considère que ça fait partie de notre responsabilité. Et ça, c'est assez puissant. On parlait du sentiment d'appartenance, etc. Donc le groupe L'Oréal s'est engagé depuis presque 9 ans maintenant à un certain nombre d'actions en matière de réduction des inégalités et de lutte contre les discriminations. Et le Solidarity Sourcing, donc les achats, sont un levier extrêmement important puisqu'on a plus de 4 fois plus de personnes qui travaillent à temps plein pour le groupe chez nos fournisseurs que dans nos propres effectifs. Donc on a à la fois une responsabilité de lutter contre tout ce qui est enfreint aux droits de l'homme, droits de l'enfant, conditions de travail qui ne sont pas décentes ou dignes partout dans notre supply chain, et d'avoir un impact positif pour lutter contre toutes ces injustices. Voilà, donc je vous dis ici, cet engagement, c'est de donner l'accès à l'emploi à horizon 2020, donc c'est
c'est demain, à 100 000 personnes, c'est-à-dire Vous êtes à on en est à 63 584, okay, dont presque 57 000 grâce aux achats solidaires. Et l'idée de départ, c'était un employé L'Oréal, une personne à qui on donne l'accès à un emploi décent, à une personne vulnérable, évidemment. Donc ça peut être des personnes en situation de handicap, ça peut être des femmes qui sont habituellement écartées d'un certain nombre de jobs ou de postes de management. Et je pense que dans vos métiers, il y en a un certain nombre. Ça peut être... C'est tous des fournisseurs directs, ce dont... Rang 1, rang 2, rang 3, okay, dès lors qu'il s'agit d'équivalents temps plein qui travaillent pour L'Oréal. Voilà, donc je continue, parce que je pourrais continuer très longtemps. Chiffres, peut-être ? Et simplement... On parle de concret. Moi, il se trouve que j'ai par hasard discuté de manière fortuite avec les étudiantes tout à l'heure, sans savoir qu'elles allaient intervenir. Et oui, c'est vrai qu'on parle de sense of purpose, là. On parle de donner du sens au boulot de l'acheteur. Nous, ça fait partie intégrante de la stratégie d'achat et de la manière dont on opère le business au quotidien. Nos 700 acheteurs dans le groupe, ils ont parmi leurs objectifs, tout comme nos patrons, de s'améliorer sur non seulement les réductions carbone, la protection de l'eau, des forêts et de la biodiversité, mais celui aussi à court terme, dans l'urgence, de lutter contre toutes ces discriminations et ces inégalités qui ne font que croître et qui sont le terreau demain de migration économique, de conflits entre les populations, les ressources étant tellement limitées, il y a un impact social qui est aussi urgent que l'impact écologique dont on parle tout le temps. Axel, pardonnez-moi, on avait promis d'être un peu dans le concret, donc j'aimerais bien que vous partagiez avec notre salle quel est le facteur critique de succès de ce programme Solidarity Sourcing. Si vous deviez mettre sur le devant un levier clé pour vous, ce serait lequel? S'il n'y en avait qu'un, ça serait facile, mais on va dire le plus important, c'est peut-être un peu galvaudé, mais c'est fondamental, c'est la gouvernance. C'est que le programme soit porté en plus haut lieu par Jean-Paul Agon, notre grand patron. Si ce n'est pas le cas et que ça ne se répercute pas très concrètement dans les décisions business, donc concrètement, je préfère et je donne un avantage concurrentiel aux fournisseurs qui donnent des résultats. Donc, nombre de bénéficiaires par million d'euros de spend. OK. Donc, sur ce mot de la gouvernance, on continue pour garder le rythme. On passe la parole à Latifa pour, je pense que c'est ça le bon ordre, oui. Par contre, j'aurais besoin de la ZAP. Merci. Voilà. Bonjour à tous. Bon, alors la RSE en pratique pour nous, Shep. Déjà, parlons de notre métier déjà, qui est lui-même. Alors, oui, la grande flèche. La grande flèche. Pour le grand rond. C'est là, voilà. Donc déjà, de vous parler déjà de notre système. Donc un système de gestion, location, de support de manutention, la palette, particulièrement la palette bleue. Donc un système basé sur l'économie circulaire, réutiliser, réduire et recycler. Donc tous nos clients qui utilisent le système sont eux-mêmes acteurs de l'économie circulaire. Notre vision RSE chez Shep se construit autour de 3 piliers. Tout d'abord, l'aspect business. L'aspect business, c'est déjà notre système qui est efficace à tous les niveaux de la supply chain, puisque c'est un système de mutualisation entre différents acteurs. Également, quand on parle d'impact planète, c'est être constamment dans notre quotidien d'optimisation et d'amélioration continue de tous nos processus, tels que par exemple une politique zéro déchet. C'est quoi pour nous zéro déchet? C'est d'abord éliminer tout type de déchets. Également éradiquer tous les kilomètres à vide. Également éradiquer les inefficacités au sein des différents processus. On a également ce qu'on appelle pour nous la collectivité, déjà la politique santé et bien-être au travail. On travaille beaucoup autour de l'automatisation pour réduire la pénibilité. Également, nous sommes très fiers de la diversité de tous nos collaborateurs qui ont 3 jours par an pour participer à des associations humanitaires ou à des initiatives liées à l'environnement. Également, une politique autour de le top employeur, puisque c'est aussi à travers des certifications qui vous permettent de vous challenger votre façon de travailler et par rapport à d'autres entreprises. Maintenant, je vous propose de faire un focus un peu plus sur l'aspect business et palette. Pardon, lapsus, business et palette. Comme vous savez, nous tous, vous comme moi, nous avons des enjeux de taille, à savoir comment transporter plus avec moins.
Eh bien pour nous, nous sommes extrêmement convaincus que c'est à travers une culture du partage au sein de la supply chain. On a tous la contrainte, la pénurie du transport. Nous devons réduire les émissions du gaz à effet de serre. Maintenant, pour nous, pour davantage, pourquoi? Parce qu'on doit apporter une valeur durable, parce qu'on doit promouvoir l'efficacité au sein de la supply chain et réduire les impacts environnementaux. Qu'est-ce que nous proposons? Nous proposons, pour plus de collaboration, nous proposons des boucles simples entre les clients de Shep et nous-mêmes. Nous proposons également des solutions des clients entre eux, j'y reviendrai un peu plus tard. Et également, nous proposons la possibilité d'installer des centres de services, parce que dans notre métier, nous recyclons et nous retraitons les palettes, donc soit chez un distributeur, soit chez un industriel. Toutes ces solutions qui sont là pour éradiquer les kilomètres à vide et également pour augmenter la capacité des camions sur les routes. Alors, concernant la boucle autour des clients entre eux, donc les clients Shep entre eux, saviez-vous que 25% des camions européens ne sont pas chargés de façon optimum? En France, on parle de 18%. De plus en plus, les clients nous disent on veut travailler dans un mode collaboratif et avoir un partenaire neutre. Mais pour cela, il faudrait nous aider à identifier des boucles ou à permettre de mettre en place des solutions simples et rapides. Il se trouve que chez Shep, nous avons la connaissance de tous les flux de nos clients. Et à l'aide d'un logiciel d'optimisation interne que nous avons développé, nous pouvons aujourd'hui permettre aux clients entre eux, en dehors de Shep, d'identifier les boucles possibles afin d'améliorer leur efficacité transport. Donc voilà, à travers des exemples un peu plus concrets. Donc je vous propose un exemple avec un industriel dont je remercie d'avoir accepté qu'on partage cette collaboration. L'industriel envoyait des produits donc au départ de son usine dans des wagons. Ces wagons revenaient à vide. Et nous, par ailleurs, on livrait cet industriel avec des camions. Et donc, aujourd'hui, grâce à cette collaboration, nous avons pu donc, ne plus avoir de wagons vides en retour et donc d'éliminer 741 camions sur la route ou de les remplacer pour d'autres. Donc, je vous laisse, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Vous pouvez avoir aussi une collaboration transport avec un acteur de la grande distribution, également, dont je remercie d'avoir accepté de partager cette collaboration. Pareil, là, vous avez, comme nos produits atterrissent, enfin nos palettes à travers les industriels qui livrent leurs clients, leurs produits, donc atterrissent tout vers la GMS. Donc nous, Shep, dans notre travail, on doit aller récupérer ces palettes. Et pour les récupérer, on envoyait des camions vides. Et eux-mêmes, donc la grande distribution, recevaient de la marchandise de la part des fournisseurs et ces camions repartaient vides. Et grâce à cette collaboration, on a pu optimiser 11 630 camions. Donc voilà, le reste, en termes de tonnage, tout ce qu'on a pu économiser, en termes de kilomètres à vide qu'on a pu éviter, tout cela, c'est une volonté très forte pour nous d'améliorer les moyens de transport, d'accroître la disponibilité, de réduire, certes, c'est vrai, par ailleurs, les coûts logistiques et l'impact environnemental. Maintenant, notre conviction profonde est que une collaboration est nécessaire entre tous les acteurs si on veut une meilleure durabilité de la supply chain. Maintenant, voilà, la collaboration est un des fondamentaux pour nous en termes d'RSE en pratique. Merci beaucoup. Nous ajoutons un deuxième mot-clé, si j'ai bien compris. Après la gouvernance, il est question de collaboration, et pas seulement la collaboration verticale traditionnelle, prestataire-client, mais aussi la collaboration horizontale. Donc, on a beaucoup débattu dans les travaux de la SLOG aussi, entre concurrents entre eux. Très bien, merci. On part à la chasse d'un troisième mot-clé avec Renaud. Si Florence peut reprendre aussi la zapette, comme ça elle peut gérer. Et c'est le grand bouton vert à haut. J'appuie, mais oui. Il ne se passe pas grand-chose. Normalement, c'est le vert. Ouais, sûr. Ah, ça y est. Alors, chez Renault, donc moi je vais vous parler de la supply chain, parce que bien sûr, toute cette notion de RSE au sein du groupe est déjà fortement déployée. Et juste pour vous situer la supply chain finalement par rapport au groupe,
Nous, supply chain, logistique et manufacturing, nous représentons 2,5% de l'empreinte carbone du groupe Renault. Donc c'est assez mineur, néanmoins en masse d'émissions de tonnes de CO2, ça représente quand même un fort volume et c'est pour ça qu'il faut que nous travaillions dessus. Juste pour préciser, donc le périmètre de la supply chain chez Renault, ça exclut les usines et c'est juste... Là, ce dont je vais parler, c'est effectivement le périmètre du transport. Des pièces pour aller aux usines pour fabriquer les voitures et ensuite des véhicules, du transport des véhicules vers les clients, vers le réseau. Merci. Donc moi ce que je mets c'est forcément cette notion de RSE, si on la déploie aussi correctement au sein de la supply chain, c'est vraiment à la fin pour avoir une logistique efficace et durable. Et dans la notion d'efficacité, il y a cette notion de coût. Et c'est ce qui a été dit tout à l'heure, c'est pas du tout antinomique et bien au contraire. Et il va falloir qu'on arrive à porter ce message et que ce soit vraiment déployé et ancré, qu'il n'y a que la logistique durable est forcément productive et efficace. Alors, ce que j'ai mis en haut, donc il y a 4 piliers, et ça, ce sont finalement les piliers de la RSE du groupe Renault, donc pas de la supply chain. Il y a la partie environnement, la partie inclusion qui est aussi sur le capital humain, éthique et gouvernance robuste, et puis la mobilité durable. Aujourd'hui, à la supply chain, finalement, je dirais qu'on n'est pas trop mal avancé sur la partie purement environnement. Bien sûr, on peut faire encore plein de choses, mais on est pas mal avancé, avec notamment un objectif de réduire de 6% le niveau d'émissions de CO2 par véhicule, hein, c'est bien l'unité, entre 2016 et 2022, sachant qu'on a déjà réduit de 6% les années précédentes, entre 2014 et 2016. Et ça s'inscrit dans le plan global de l'entreprise du groupe Renault qui a pour objectif de réduire de 25% ses émissions de CO2 d'ici à 2022. Donc nous, on est un des maillons de cette stratégie. Sur la partie environnement, je dis qu'on est pas mal avancé parce que finalement, on monitore ces réductions d'émissions de CO2 et chaque mois, il y a vraiment un reporting mensuel au top management de la supply chain sur notre niveau d'émissions de CO2 et là où on en est par rapport à nos objectifs. On a aussi un mode de fonctionnement avec les métiers, donc l'ensemble des métiers qui vont s'engager sur ces réductions d'émissions de CO2. À chaque fois qu'il y a une nouvelle idée qui est amenée, finalement, on a une fiche, on a un modèle avec une fiche d'impact. Et cette fiche d'impact, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a vraiment la partie coût, donc qu'est-ce que ça va faire économiser à l'entreprise. Et au regard de ces économies, qu'est-ce qu'on va économiser en termes d'émissions de CO2. Donc on essaye toujours de faire la corrélation entre les deux. Et puis on a aussi un troisième levier qui est le fait qu'on travaille forcément avec Nissan. On a cet objectif partagé avec Nissan et donc on essaye chaque année de faire des workshops, donc des sessions de travail avec Nissan pour essayer de générer des nouvelles idées. Donc ça c'est sur la partie environnement. Je dirais que sur les 3 autres parties, on est un petit peu moins avancé. Alors ça ne veut pas dire qu'on fait rien, parce que bien sûr, il y a plein de choses qui sont faites naturellement au sein de la supply chain, mais c'est pas structuré, décliné, et on ne l'anime pas en tant que tel. Donc l'idée, c'est vraiment de revenir dans ces 3 autres leviers qui sont donc bien ceux du groupe. On a décliné les actions de la matrice de matérialité du groupe Renault à la supply chain, donc ça on l'a fait. Maintenant il reste à hiérarchiser les actions, savoir sur lesquelles se retrouvent en haut à droite de la matrice, valider cette matrice, définir les indicateurs de suivi, puisque finalement, ce qui va être intéressant, c'est de se dire aujourd'hui, on en est là. Alors, je peux prendre des exemples. Sur l'inclusion, on a les notions de diversité, le nombre de femmes au poste de management, par exemple, ou des choses comme ça. Donc, on va prendre une photo à un instant T et on verra où on veut aller chaque année et on le suivra chaque année en déclinant aussi un plan de com. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir toutes ces idées structurées. Donc une espèce de roadmap RSE qui commencera en janvier 2020. Merci beaucoup, Florence. Gouvernance, collaboration. Là, ce que j'ai entendu, c'est vraiment l'importance d'avoir une instrumentation de la démarche, un suivi, un pilotage. Donc effectivement, comme 3e facteur clé de succès, j'aimerais bien retenir ça de la présentation de Renault. On passe la parole du coup à Odile pour Bolloré Logistique. Bonjour.
Chez Bolloré Logistics, on fait de la RSE depuis longtemps. On a une branche d'ailleurs dans le groupe Bolloré qui a quand même investi plusieurs centaines de millions depuis 20 ans sur des batteries électriques. Et l'année dernière, on a souhaité structurer davantage nos actions RSE en créant un programme, Powering Sustainable Logistics, qui couvre les 4 piliers de la RSE, éthique, sociale, environnementale et sociétale. Pendant plusieurs mois, pendant 1 an même, on a remis à plat les politiques, les plans d'action, les indicateurs, les bilans carbone, les PowerPoint. Et puis maintenant, on pense que c'est le moment de décliner dans nos 106 pays, 20 000 collaborateurs, ce plan d'action et les actions à mener. Et donc on lance un challenge là, donc à la rentrée, qu'on appelle Act Together, et qui va consister à proposer à tous les pays, donc un challenge interpays à tous les pays de lancer des actions pour faire avancer le développement durable. Il va y avoir 4 types d'actions, donc des actions qu'on va leur lourdement suggérer, qui sont valables pour tous les pays parce qu'ils font partie de notre politique. Par exemple, construire des plans de transport soit des plans de transport, soit pour une logistique contractuelle plus durable, avec une meilleure performance environnementale pour nos clients. On peut avoir également des actions qui sont plus pertinentes pour certains pays. Par exemple, on a des flottes de camions, mais pas dans tous les pays. Il y a des pays, alors en mesurant l'empreinte carbone, on s'aperçoit qu'il y a des pays qui ont un mix énergétique pas terrible, en revanche beaucoup de soleil, et qu'on a beaucoup de toits d'entrepôts, et que ça serait très intéressant de pouvoir recouvrir ces entrepôts ou ces bâtiments de panneaux solaires. Le 3e type d'action, ça va être quelque chose qui peut tenir à cœur de certaines personnes, et déjà le niveau management. Par exemple, notre patron de la région Asie-Pacifique veut, c'est un désir personnel, veut faire travailler ses équipes sur le bonheur au travail. Voilà, c'est pas quelque chose qu'on entend toujours ou tous les jours dans la supply chain, mais voilà, ça existe. Et le 4e type d'action, ce sont des actions individuelles. Donc voilà, chaque salarié pourra jouer, participer et soumettre ses actions. Pour pas qu'il y ait 10 personnes qui animent ça pour toute cette population, l'équipe informatique nous a créé une plateforme, donc une plateforme digitale qui comportera tous les documents. Là, c'est Crypteam, mais on arrive sur la plateforme, on voit où on en est, on voit où on est classé, on voit le classement de tout le monde, l'avancement des actions. Donc peut-être que l'année prochaine, je vous dirai ce que ça a donné, parce que on est sur le point de le lancer. Merci beaucoup. Dans la supply chain, on est souvent accusé du fait qu'on oublie un peu les hommes, l'individu. C'est un métier qui essaie d'être très techno, très opérationnel. Et donc là, j'aime bien retenir cet ingrédient de responsabiliser, impliquer, donner envie, et d'ajouter un côté un peu bottom-up aux démarches qui sont souvent axées, décidées et pilotées par l'amont. Donc merci, c'est très intéressant. J'espère que ce programme aura du succès. Et Erwan, pour une vision d'ensemble, parce qu'on a eu une vision portée par différentes entreprises. Là, on va voir l'AFNOR, de par ses expériences, de par ses études, qu'est-ce qu'elle peut nous raconter à ce sujet-là. Bien, bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, je suis auditeur expert pour l'AFNOR, donc spécialisé sur les sujets de l'environnement et de la RSE. Et à ce titre-là, je réalise depuis une vingtaine d'années des audits, et plus spécifiquement, ces dernières années, des audits en matière de RSE. Donc là, on m'a demandé de témoigner sur un petit peu une vision d'ensemble sur les bonnes pratiques. Alors, je ne voudrais pas passer pour un béni oui-oui, vu ce qu'on a entendu en préambule ce matin. Mais il y a quand même beaucoup d'entreprises, d'organisations qui s'engagent très fortement et depuis de nombreuses années. Alors, c'est vrai que les utilisateurs de la norme, les entreprises certifiées, etc., se sont rendus compte qu'en fait, les exigences n'avaient pas été assez loin et assez fort. C'est pour ça, tous les 5 ans, on remet sur l'établi les référentiels, l'ISO 14001, l'ISO 26000, on les remet sur l'établi pour les rendre plus exigeantes. Donc on a intégré des notions comme la perspective de cycle de vie, une meilleure écoute des parties intéressées, tout ça pour avoir des outils de reconnaissance beaucoup plus efficaces, beaucoup plus efficients et en phase avec les enjeux à atteindre.
Alors, je me suis appuyé sur une étude qu'on a fait ces 10 dernières années, un retour d'expérience auprès des entreprises qui se sont fait évaluer en matière de responsabilité sociétale. Ça représente plus de 200 entreprises, un retour d'expérience d'une dizaine d'années. Donc j'ai segmenté un petit peu cette vision d'ensemble des bonnes pratiques autour de 5 thématiques. Tout d'abord, la vision, la stratégie, c'est quelque chose de fondamental. Beaucoup d'entreprises, quand on va les interviewer, les interroger sur leur politique RSE, elles nous disent « moi je suis comme Monsieur Jourdain, je fais de la RSE sans le savoir ». En fait, ces approches-là sont souvent peu pertinentes, voire peu pérennes, parce qu'en fait, elles fonctionnent par opportunité ou par opportunisme. En fait, ce qu'on va demander à l'entreprise, c'est de bien identifier, de prioriser ses enjeux. Donc je voulais vous donner un exemple, pour moi un exemple d'une pratique excellente, c'est une entreprise qui, dans l'élaboration de sa stratégie et dans la priorisation de ses enjeux, fait rentrer des personnes, des parties prenantes externes à la société pour discuter, pour challenger la politique. On appelle ça un SD panel, et périodiquement, ces personnes de la société civile, d'associations, d'entreprises différentes viennent challenger la pertinence de la politique. Et avec la loi Pacte, on en a énormément discuté de l'intérêt de créer des comités de parties prenantes. Exactement. Donc voilà, bon, pour moi, c'était une pratique assez exemplaire que je tenais à souligner. Deuxième famille, on va dire, de pratiques, c'est une des difficultés majeures des entreprises pour piloter une politique RSE, c'est justement d'avoir un pilotage efficace et pertinent dans le temps. Hein, ça peut marcher 1 an, ça peut marcher 2 ans, mais les démarches s'essoufflent, c'est plus à la mode, c'est plus au goût du jour. Hein, on ne parle plus de développement durable, on va parler d'économie circulaire, on va parler de CO2, après de biodiversité. Donc l'idée, c'est de donner un petit peu de pérennité dans tout ça. Moi, ce que j'ai pu constater, c'est que les entreprises qui s'étaient engagées dans des démarches intégrées, intégrant la qualité, la sécurité, la santé et l'environnement, utilisaient finalement ces courroies de distribution, ces canaux de management pour déployer ces politiques RSE. Et on se rend compte qu'en faisant des systèmes intégrés, ça permet d'avoir des politiques et des organisations adaptées aux enjeux qui permettent d'avoir des approches beaucoup plus pérennes dans le temps. Troisième famille de bonnes pratiques, la gestion des ressources humaines. Et paradoxalement, les RH sont, dans les démarches RSE, des freins au démarrage. Ils ont peur qu'on vienne questionner les collaborateurs, le management, top management, management intermédiaire. Ils ont peur qu'on vienne un petit peu... j'allais dire mettre le brin vulgairement, mais en tout cas mettre la zizanie dans l'entreprise. Et finalement, quand les RH ont identifié la valeur ajoutée de ces approches, ce sont pratiquement les meilleurs porte-parole de ces démarches. Donc je voulais prendre comme exemple une entreprise, une PME important, qui a utilisé de l'intéressement pour ses salariés, des fonds communs de placement d'entreprise, en ciblant sur des investissements socialement responsables. Je voulais juste donner un exemple. Hier, j'étais au collège C3D, le Conseil directeur développement durable. Il y avait leur congrès annuel, et il y avait Schneider Electric. Bien sûr, c'est plus simple de faire de la démarche responsable, environnementalement engagée dans une entreprise, dans leur cœur de métier, et faire de l'efficience énergétique. Mais aujourd'hui, pour rebondir sur ce qu'Erwan vient de dire, aujourd'hui, 30% des bonus de tout le personnel de Schneider Electric est lié à leur attente des objectifs de développement durable assignés par fonction et par manager. Bien sûr, c'est un grand groupe avec beaucoup d'histoire dans ce chemin-là, mais je pense que ça, c'est vraiment l'une des clés et l'un des facteurs pour évoluer d'une façon percutante vers ces objectifs-là. Oui, tout à fait. En fait, je pourrais en lister comme ça pas mal des bonnes pratiques, mais en fait, je voulais quand même noter celle-là concernant, c'est pas la note de frais, mais la note de frais. C'est une entreprise bretonne qui finalement, pour ses commerciaux, qui font beaucoup de déplacements, lorsqu'elle les dédommage de leurs frais de déplacement, fait de la compensation carbone systématiquement. Donc, je trouvais que c'était vraiment quelque chose d'assez exemplaire. Et puis, j'en viens vraiment, on va dire, au dur de la mise en œuvre des politiques RSE, à savoir la maîtrise opérationnelle, la mise en œuvre. Et là, bon, je suis ici un petit peu parce que je tourmente depuis quelques années Vincent Barral et ses équipes dans le cadre de la certification 14001 de la supply chain de Louis Vuitton. Et je voulais quand même mentionner une pratique qu'ils ont, ils appellent ça le transporton. C'est un cahier des charges qu'ils ont élaboré pour sélectionner leurs fournisseurs, leurs prestataires, leurs mandataires de transport. Et c'est quelque chose d'assez remarquable, puisque le premier critère de sélection du mandataire de transport, ce n'est pas l'économie,
c'est pas la qualité, c'est l'environnement. Donc le pré-tri se fait à cette échelle-là. Et j'allais dire, le premier critère de choix du mandataire de transport, ça va être sa politique en matière de CO2. Donc je pense que c'est suffisamment emblématique pour pouvoir le souligner. Donc je me suis permis, Vincent, de mentionner votre entreprise dans le cadre de ces bonnes pratiques. Et puis je terminerai sur l'ancrage territorial, où on voit de plus en plus d'entreprises qui cherchent à identifier quels sont les enjeux de leur territoire. On a vu les étudiants qui parlaient d'attractivité. Il y a l'attractivité de l'entreprise, mais également l'attractivité du territoire. On travaille pas mal avec des boîtes qui sont, notamment, j'en connais une assez connue en matière de dermocosmétique qui est dans le Tarn. Bon, il faut les faire venir dans le Tarn, les cadres, et quelque part, le fait d'avoir un bien-être, de comprendre les enjeux de son territoire et puis de faire des actions dans ce domaine, ça permet de rendre l'entreprise plus attractive. Alors je vais terminer parce que j'étais un peu bavard. Valentina m'a demandé un petit peu de réfléchir là, sur... Choisissez quelques points. Ouais, je vais en prendre quelques-uns, oui. D'accord. Alors je crois qu'on a parlé de l'implication de la direction. C'est vrai que ça fait un petit peu bateau, mais si le chef il s'intéresse pas à la thématique, c'est même pas la peine. On n'arrive à rien. Donc je vais en prendre un. Moi, je dirais l'inscription sur le long terme avec le dialogue avec les parties prenantes. Je pense que j'aurai une question tout à l'heure, c'est sur également tout ce qui est maîtrise des fournisseurs, notamment au niveau des achats responsables, quelque chose de très complexe. Parce qu'on a les fournisseurs de rang 1, mais après, quid du rang 2, du rang 3. Donc ça veut dire que ce n'est pas uniquement d'évaluation qu'il faut réaliser, mais également construire, co-construire avec ses partenaires pour grandir et pour améliorer ses performances. Merci beaucoup, Erwan. Je saisis cette fois-ci le mot-clé question et je donne la parole à une première question de la salle avant de revenir vers vous. Oui, donc on a plusieurs questions. Hop, je ne sais pas où il est, c'est pas grave, vous m'entendez? Ouais. Donc on a plusieurs questions et ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait les questions sont en train de devenir super concrètes. On a des questions sur comment on calcule le CO2, on a des questions. Donc je vais en prendre qu'une seule. Au hasard, ça va être, je l'aime bien. Est-ce qu'il vaut mieux des emballages retournables, donc qui consomment du CO2 pour revenir à vide mais qui sont réutilisables, ou des one-way mais recyclables? Alors je sais, cette question s'adresse à Latifa, on va lui poser cette question. Donc on reconnaît qu'il y a plein d'autres questions qu'on partagera avec les participants. J'en ai juste pris une. Super. Voilà. D'accord. Bon, déjà utiliser un emballage qui puisse être déjà réutilisé plusieurs fois déjà. Commençons déjà aussi par ça, parce qu'il y a encore beaucoup d'emballages qu'on n'utilise qu'une seule fois. Donc voilà, ça c'est mon point de vue. Maintenant, sur la notion effectivement par rapport à le type d'emballage, parce que je suppose que souvent ça revient par rapport à la matière, qui peut être le plastique ou le bois, tout ça. Donc, alors ça dépend pour faire quoi, nos supports. Tout dépend de cela et de la quantité. Alors déjà dans l'emballage, plus particulièrement dans notre partie, si on considère dans l'agroalimentaire, dans toute la partie qui est, on va dire le first mile, les matières premières où on ne peut pas avoir du bois, donc là c'est essentiellement le plastique, oui, nous le pratiquons et il n'y a pas une quantité très importante en termes de volumétrie millions en France à ce sujet-là. Donc aujourd'hui, c'est effectivement le plastique, déjà pour des exigences d'hygiène. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle le last mile, ce que vous trouvez en point de vente dans les magasins, qui sont justement là, pour le coup, il y a des palettes, ce qu'on appelle en plastique, le quart de palettes plastiques, qui servent en tête de gondole pour les ventes des produits. Mais après, il y a au milieu. Au milieu, c'est quoi? C'est tout ce qui est l'entreposage des palettes. Et là, il y a une quantité très importante. Et les palettes sont raquées dans des entrepôts, dans des conditions extrêmement différentes d'un site à un autre. Et il faut aussi avoir un support qui puisse tenir aussi bien dans des températures très très froides ou très très chaudes. Imaginons tous, dans le sud de la France, si vous voulez mettre une palette avec un produit à plus de 15 mètres de hauteur en rack, avec du plastique, c'est un peu compliqué. Donc voilà, donc en termes de matière, vous savez, au bout d'un moment, avec la chaleur, le plastique perd un petit peu de son poids. Dans des entrepôts extrêmement, quand le froid est extrême, ça casse le plastique. Alors vous me dites, on pourrait renforcer le plastique et mettre un peu plus d'acier ou du métal ou autre pour la sécurité des produits. Oui, nous y réfléchissons. Mais ça veut dire aussi, si vous avez des palettes encore plus lourdes, ça veut dire encore plus de poids dans les camions
et plus également l'enjeu de l'émission de CO2. Donc c'est pas simple, c'est lié essentiellement à la volumétrie. On peut parler, quand on parle de palettes pour des industriels qui peuvent utiliser, ça peut ne pas vous dire grand-chose pour vous, mais je vous donne un ordre de grandeur, mais si vous avez un industriel qui utilise 100 000 palettes par an versus un autre qui en utilise 2 millions par an, par exemple, ben, c'est pas du tout pareil en termes de volumétrie, d'une part, et donc il faut trouver une palette qui puisse être efficace pour tous les acteurs, pour tous les industriels, qui puisse convenir dans toutes conditions climatiques, et qui puisse aussi, d'un point de vue, il faut quand même aussi parler de l'aspect coût, c'est qu'entre le plastique et le bois, vous avez 7 à 8 fois plus cher en termes de capex. Donc, nous, en tout cas, on continue à y réfléchir, parce que c'est vraiment, nous, quelque part, la matière, j'ai presque envie de vous dire, c'est pas le plus important pour nous, c'est de trouver le produit qui soit le plus durable et le plus recyclable, que ce soit le plastique ou le bois. Maintenant, il faut qu'il réponde à tous les acteurs. Bon, comme souvent, des questions précises appellent à des réponses complexes et multidimensionnelles, donc merci. Je voulais juste vous dire que j'ai parlé souvent avec des intervenants table ronde qui étaient souvent frustrés parce que venaient raconter leur histoire et n'avaient pas droit de parole ou de questionnement aux autres participants. Donc j'avais proposé à mes invités aujourd'hui d'avoir chacun, ou pas tous, vous n'êtes pas obligés tous, mais s'il y avait quelqu'un qui avait envie de poser une question à un autre intervenant. Erwan, vous avez dit, je voudrais poser une question. Je vous la laisse poser. Ouais, j'espère que ce n'est pas une question piège, parce qu'on a chacun préparé une question, mais sans la partager. Donc je voulais savoir un petit peu, au niveau donc, des fournisseurs, des partenaires, comment vous faites... est-ce que vous élaborez une cartographie des risques en matière RSE? Et si oui, après, comment vous vous adressez à qui, Erwan? Alors c'est un ensemble, mais non, bon, choisissez. Je crois qu'on a évoqué ça un petit peu, cette notion des fournisseurs lors de votre présentation. Comment derrière vous mettez en œuvre des pratiques d'évaluation? Quels sont vos outils, quoi? Je pense que ça, c'est un lien aussi avec la loi sur le devoir de vigilance. Aujourd'hui, la cartographie des risques par rapport aux fournisseurs, c'est un peu une obligation. Comment L'Oréal se prend-elle? Alors nous, là, on est en train de parler du pilier protection. On est vraiment dans les grands fondamentaux. Chez L'Oréal, on évalue les fournisseurs de manière historique sur ces sujets-là, notamment via des grands indicateurs type EcoVadis qui sont partagés par l'ensemble des secteurs et des activités. Comme ça, on a une évaluation qui est la même pour tous et qui est comparable. Après, on a des outils internes qui nous permettent d'évaluer selon nos propres critères et notre propre matrice de matérialité, ce qui fait de l'importance particulière pour nous. Ensuite, donc à l'intérieur de cette matrice, il peut y avoir aussi bien des risques financiers, des risques réputationnels, des risques sociaux. Et là-dessus, L'Oréal a une action particulière, notamment en matière d'audits sociaux. Donc depuis, je ne voudrais pas dire de bêtises, je crois 2006, le groupe a lancé plus de 10 600 audits sociaux. Donc c'est quand même assez important. Chaque année, on en lance des nouveaux, évidemment basés sur la SA 8000 avec des critères supplémentaires établis par le groupe L'Oréal qui vont parfois au-delà de la loi, parce que nous, on considère que c'est ça qui est important, notamment en termes d'âge pour les enfants. Par exemple, en Inde, on va dire c'est 14 ans pour accéder au marché du travail. Chez L'Oréal, on dit non, ça c'est pas possible. Nous, on dit que c'est plus. Donc on va faire des audits sociaux par une société indépendante et c'est nos audits, nos business. Bon, voilà le genre de choses qu'on peut faire. Bon, merci beaucoup. Qui veut se lancer? Valentina, est-ce que vous me permettez de prendre les 2 minutes d'une question pour essayer de rassurer un petit peu les deux jeunes étudiantes de tout à l'heure? Allez-y. Ok. Je ne sais pas où elles sont. Elles sont encore là? Non, je ne sais pas. Elles sont parties? Elles ont été désespérées? Non, elles par sont là-bas? Ah, elles sont dessus. Elles sont en session. Enfin bon, j'ai essayé de rassurer ou d'autres personnes. C'est qu'aujourd'hui, enfin, le temps est très très loin. Le temps du greenwashing est vraiment révolu. Et vous avez, Latifa, prononcé le mot collaboration. Et on le vit. Nous, on travaille avec L'Oréal sur le tarif solidarité sourcing. On travaille avec Renault. On travaille avec LVMH. Aujourd'hui, dans les appels d'offres, voilà, Erwan, vous avez parlé du transporton. C'est une réalité. Ça veut dire que le premier
tour d'un tender chez LVMH, c'est sur l'environnement et c'est éliminatoire. Ça veut dire que chez L'Oréal, la note RSE, le scoring, il est fait de manière avec des, je sais pas, au moins de nombreuses questions et qui deviennent de plus en plus précises, de plus en plus techniques et auxquelles on doit fournir une réponse étayée, détaillée, chiffrée, suivie. Donc vraiment, ça devient de plus en plus concret, précis, quantifié, matériel. Et c'est ce que vous avez. Alors je ne sais plus si quelqu'un en a parlé, il me semble. On voit, moi je travaille avec des confrères là, qui sont dans la salle, on travaille ensemble sur, par exemple, des calculateurs CO2 dont on parle beaucoup, des standards de CO2. On travaille avec des concurrents. Voilà. Si je dis concurrents, plutôt confrères, mais c'est une réalité. On a des clients qui aussi nous disent, nous on veut bien, même proposez-nous un enlèvement, par exemple, commun avec certains de nos concurrents. Ça ne nous dérange pas que vous enleviez la marchandise en même temps. Donc il y a vraiment, ça bouge énormément, même si c'est vrai, alors quand on voit le verre à moitié vide. Bon, Odile, je vous remercie de cette note positive, mais espérons que ces bouillonnements deviennent des grandes vagues, parce que je pense qu'il ne faut pas nier qu'il y a encore du chemin à faire, tantôt dans les écoles, dans les universités, comme dans les entreprises. Je vous remercie beaucoup. J'invite la salle à applaudir nos participants. Merci beaucoup.